Le tennis, c'est le premier sport que j'ai regardé et pratiqué quand j'étais enfant. Pourtant, il pourrait disparaître de mon vivant. Depuis quelques années, plusieurs signes alarmants nous montrent que le tennis perd de sa valeur, perd de sa splendeur aux yeux du public qui préfère se ruer dans les clubs de paddle, le paddle qui en a rien de temps a rendu le tennis vieux, ennuyant et peu séduisant. Tant tu peux t'amuser dès les premières balles au paddle, alors qu'au tennis, l'épanouissement nécessite des années de pratique. Et dans un monde qui va à 100 à l'heure, hors de question de passer des heures à faire du panier ou travailler son service. Donc le tennis n'est plus adapté à notre monde. Par conséquent, la popularité du tennis ne fait que décliner, et rien n'indique que la tendance va s'inverser de sitôt. Le fan de tennis moyen a 61 ans, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Sur le circuit, le calendrier est illisible, avec toujours plus d'exhibitions qui se glissent au milieu des saisons, un circuit accessible pour ceux qui peuvent se le permettre, puisque maintenant, il faut multiplier les abonnements payants pour suivre toute la saison. Un circuit où la nouvelle génération de joueur peine à affirmer son style, un style de jeu plus stéréotypé que ses prédécesseurs. Bref, un tas de complications qui font qu'un grand nombre d'amateurs de tennis lâchent la raquette et se mettent au paddle. Et les matchs sont trop longs et pas adaptés aux nouvelles manières de consommer le sport. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse abattre et on attend que les cours de paddle remplacent les clubs de tennis? Ou alors, est-ce qu'on fait en sorte de redynamiser le tennis en proposant des solutions, en expérimentant des nouveautés, au risque de perdre certains puristes? Une certitude, le chantier est énorme. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'est pas prêt de commencer. Alors, le tennis est-il condamné ou peut-il encore être sauvé? Des réponses ici. Le tennis, c'est un sport magnifique à la base, le plus beau sport si je parle de mon point de vue. Parce qu'avec ma courte expérience de passionné de tennis, j'ai déjà vécu des trucs de fou devant ma télé, mais aussi quand j'ai eu la chance d'assister à des matchs. Et ce sport, il est tellement pur, tellement dingue physiquement et surtout mentalement, le tennis te pousse au bout de tes limites, il te rend littéralement fou. Et c'est une école de la vie incroyable. Rien que de faire du tennis étant jeune, ça permet de te forger à tous les niveaux. En plus des bénéfices que ça t'apporte personnellement, le tennis comme sport, il a été exceptionnel à suivre pendant des décennies. On a eu des époques dorées, des âges d'or du tennis, qui ont largement participé à la popularisation du tennis et à sa démocratisation à l'échelle mondiale. On peut dire ce qu'on veut, mais de base le tennis c'est l'un des sports traditionnels. C'est l'une des 9 premières disciplines présentes lors des Jeux de la première Olympiade à Athènes en 1896. Donc le tennis a une histoire extrêmement riche et à partir de l'ère Open en 1968, donc l'ère moderne, on a eu quasiment que des périodes incroyables avec des champions qui n'ont fait que repousser les limites de ce sport en permanence. Borg McEnroe, la glace contre le feu, des duels légendaires, la finale de Wimbledon en 1980, cette rivalité emblématique a même eu le droit à un film bibliographique qui a retracé la rivalité. Film qui a plutôt bien été reçu par la critique, donc on a un sport qui dépasse même le cadre sportif et qui va jusqu'à inspirer la création d'œuvres. Les années 1990, c'est les grandes heures de la domination américaine, avec les deux héros Sampras et Agassi. Pareil, une ambivalence passionnante entre la froideur de Pistol Pete et la chaleur séduisante d'Agassi. Agassi, un immense champion qui a réussi le grand chelem doré, mais qui de base détestait le tennis. Ça, il le raconte magnifiquement dans son livre Open, l'enfance douloureuse qu'il a vécue, le kid de Las Vegas, avec un père qui était obsédé à l'idée que son fils devienne un grand champion. Livre qui est un chef-d'œuvre, sûrement la meilleure autobiographie tennis. Donc la fin du XXe siècle a contribué à la montée en puissance du tennis dans le monde, avec des ambassadeurs de choix pour animer la vitrine de ce sport. La suite, vous la connaissez sûrement, une transition début des années 2000 et Roger qui explose et qui gagne tout. Année après année, il est seul au monde, il enquille les grands chelems avec son style de jeu unique sur le court, une gestuelle d'une grâce impressionnante, comme si la perfection du tennis était enfin incarnée par un joueur. Donc Roger seul au monde, jusqu'à ce que Nadal et Djokovic s'invitent à la fête. Et là, ça nous a embarqué dans une période incroyable. 3 champions fous, complémentaires, tant dans le jeu que dans le caractère, puis Murray qui les a assistés en prenant les miettes restantes. Il y a un consensus de plus en plus clair qui reconnaît cette décennie 2010 comme l'âge d'or du tennis. Donc on sort d'une période hors norme où les trois ont repoussé les limites du tennis à un niveau qu'on n'imaginait pas. Et cet enchaînement de champions qui se succèdent a permis de mettre le tennis sur la carte des sports les plus en vogue au fil du temps. Le tennis a pris du poids dans l'écosystème sportif. Les contrats en tout genre ont explosé, les droits télé, les dotations pour les joueurs, les billetteries, donc le tennis est devenu grand et important. Et ce qui faisait la magie de ces générations de champions, c'était aussi l'originalité du circuit. Les caractéristiques du jeu qui captivaient le public. Les styles de jeu divers, les surfaces différentes, avec le dur, le gazon, la terre battue. Alors ok, ça n'a pas changé, aujourd'hui c'est toujours pareil, sauf que les surfaces ont ralenti. Ce qui rend le tennis beaucoup plus homogène, beaucoup plus fade, sans saveur, mais ça, c'est juste le début des ennuis.
Bon, il y a un grand nombre de signaux qui montrent que le tennis, ça commence à devenir compliqué en termes d'attractivité pour le public. Le tennis peine à se montrer séduisant pour des populations qui voudraient faire du sport, sauf que face à des freins décisifs, ces gens se tournent plutôt vers le paddle ou d'autres sports encore différents. J'ai évoqué cette concurrence avec le paddle en introduction. Concentrons-nous un instant sur cette dualité qui existe réellement et qui pourrait coûter plus cher au tennis qu'on le croit. Le paddle, c'est vraiment le cousin du tennis. Mais c'est le cousin super cool, que t'apprécies, avec qui tu passes des bons moments. Parce que le paddle, c'est génial. On rappelle, sport né au Mexique, où en 1974, un habitant d'Acapulco qui avait pas assez d'espace pour un cours de tennis, donc il s'est fait un cours plus petit, entouré de murs, et il faut croire que ça a donné le premier cours de paddle. Évidemment, après une étude approfondie sur le design du cours et les règles du jeu, les 2 premiers cours de paddle ont été construits au Marbella Club, d'où le développement très avancé qu'ils ont en Espagne avec le paddle. Et donc, de par ces règles et l'aspect ludique du paddle, avec une raquette plus petite, donc ça fait presque tennis de plage, le paddle, il a une facilité d'apprivoisement assez déconcertante comparé au tennis. Tout le monde peut jouer au paddle et prendre du plaisir très rapidement, dès les premières séances. Pas au tennis. Alors au tennis, vous pouvez vous amuser assez rapidement, mais le niveau de progression est lent, très lent. Il faut de la patience, de la résilience, il faut faire du panier, des gammes, des diagonales. Au paddle, tu prends ta raquette, ça se joue à 4, donc il y a ce côté fun, divertissant et rapide, tout ce que le tennis n'a pas. Donc si je résume, le plaisir au paddle, on l'a instantanément, alors qu'au tennis, il faut attendre des années avant de savoir jouer correctement et de prendre du plaisir. Et je vous apprends rien, on est dans une société où on veut tout de suite. On est dans la culture de l'instant, donc le tennis n'est plus compatible avec notre époque. Alors que le paddle, il est totalement adapté à l'état d'esprit d'aujourd'hui. C'est Djokovic qui avait parlé à Wimbledon de l'explosion du paddle et du danger que ça représente pour le tennis. Il avait dit, si nous ne faisons pas quelque chose, le paddle et le pickleball vont convertir tous les clubs de tennis parce que c'est plus économique. Sur un cours de tennis, vous pouvez construire 3 cours de paddle, faites le calcul, c'est beaucoup plus rentable pour le propriétaire du club d'avoir ces terrains. Cette sortie, elle avait fait énormément parler, c'est le numéro 1 mondial du tennis qui tire la sonnette d'alarme sur la pérennité de son sport à juste titre, parce qu'on a une mutation sportive mais aussi sociale avec l'alternative paddle en plein essor, et des jeunes qui sont attirés par des sports plus fun, plus courts et plus intense. Outre la concurrence du paddle, le tennis affiche des statistiques de plus en plus alarmantes. Très récemment, une étude nous a appris que l'âge moyen du fan de tennis était de 61 ans. Vous imaginez, 61 ans, c'est la moyenne du fan de tennis. Alors par fan, on entend celui ou celle qui regarde régulièrement du tennis, et c'est énorme pour un sport qui doit assurer sa pérennité, c'est très inquiétant. Et c'est une moyenne d'âge qui fait que reculer dans le temps. Donc concrètement, plus le temps passe, plus on perd la jeunesse. Alors que l'objectif, c'est totalement l'inverse. Le but, c'est d'attirer les jeunes pour préserver l'économie du circuit. Là, les chiffres indiquent qu'on va droit dans le mur, avec une population majoritairement avancée, qui n'est plus apte à jouer, ou plus pour des décennies. Donc le tennis n'a pas la garantie d'avoir un public engagé d'ici 20 ans. Alors comment expliquer ce rejet du tennis de la part des jeunes? Bah déjà peut-être à cause de la durée des matchs. Aujourd'hui, regarder un match pendant 3, 4, 5 heures, c'est devenu impossible, à moins d'être un passionné ou d'avoir une énorme patience. Et on en revient à ce problème de société. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que les jeunes, on est sur TikTok en train de scroller, à la recherche permanente de la meilleure vidéo de 15 secondes pour avoir le meilleur shot de dopamine. Soit tout l'inverse de ce que propose le tennis. Puis au tennis, on sait même pas quand un match se termine. Très mauvais point. À quoi bon commencer un match que t'es même pas sûr de pouvoir terminer? Donc le format tennis n'est plus adapté à la demande du marché, à savoir un contenu rapide, stimulant, divertissant et intense. Au tennis, on n'a pas ça. Mis à part quand Alcaraz te balance un énorme coup droit gagnant, mais sinon on n'a pas ça. On peut pas proposer ça. Et selon moi, on est bloqué avec un format qu'on peut pas toucher. On va en parler ensuite, mais du moins en grand chelem. On peut pas toucher au format 5-7. Donc la proposition tennis n'est plus du tout en adéquation avec ce que veut le consommateur. Et comme on dit, le client est roi, c'est le public qui décide. Donc les jeunes qui représentent le gratin à aller chercher ne sont plus attirés par le tennis. Constat qu'on retrouve dans les chiffres. Et puis autre point, le tennis ça devient difficile à regarder. Maintenant, il faut forcément payer si on veut regarder du tennis. C'est très problématique. C'est un frein décisif, irréversible. Quand tu veux t'intéresser à un sport, découvrir le tennis par le biais d'Alcaraz et de Sabalenka, mais que tu dois payer, si ta motivation elle est partielle, c'est mort. Alors évidemment derrière c'est un gros business avec les droits télé, les tournois bataillent pour décrocher les meilleurs contrats pour pérenniser leur existence, donc il faut pas en vouloir à Roland Garros quand il nous oblige à aller sur Amazon Prime pour regarder Djokovic Nadal, mais derrière la conséquence c'est que c'est le consommateur final du produit qui est pénalisé. Et quand le consommateur il est pas satisfait du produit, bah non seulement il fait une mauvaise pub par bouche à oreille, et en plus il n'y adhère plus du tout. Donc vous l'avez compris, on est à un moment crucial où le tennis doit faire tous les efforts possibles pour garder le peu d'attractivité qui lui reste. J'ai même pas parlé de l'homogénéisation des surfaces et des styles de jeu qui contribuent à rendre le tennis encore plus fade et peu attirant. Et le problème c'est que même les puristes qui vibraient devant Wimbledon dans les années 90 voire 2000
On les perd. On les perd parce qu'on a un gazon qui va à 2 à l'heure, qui veut plus rien dire. Donc en ralentissant les surfaces, on a tué la diversité du tennis, qui était si belle. Et du coup, les joueurs adoptent le même style de jeu. Des robots du fond de cours, ça envoie des parpaings au service, des deux côtés, et on attend. Pas fou comme vitrine. Donc oui, les signes du déclin du tennis se multiplient et s'intensifient. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on essaye de vous faire du bon contenu sur ce magnifique sport. Alors si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. A noter qu'en ce moment je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Une fois qu'on a dit ça, on va pas rester les bras croisés à attendre que les clubs de tennis se vident, parce que le tennis, et ça c'est quelque chose dont on doit se servir, c'est que le tennis, il plaît encore, et notamment pour sa réputation. Si je vulgarise, faire du tennis pour une bonne partie de la population, c'est stylé, c'est chic et c'est exclusif. Alors forcément, ça vient du sport en lui-même, ça vient du coût du tennis. Le tennis, ça coûte cher, et même si ça s'est démocratisé dans les années 2000, jouer au tennis, ça coûte de l'argent. Et dans notre société, les gens aiment bien montrer qu'ils ont de l'argent. Donc il y a ce côté un peu prouveur, moi je fais du tennis. Alors oui, il y a tous les problèmes qu'on a évoqués et qui sont réels, mais cette réputation joue en la faveur du tennis. Alors maintenant, comment moderniser le tennis pour ramener les jeunes et insuffler une dynamique? Ces derniers temps, on a vu plusieurs tentatives de modernisation, plusieurs changements, même de règles, pour attirer du public, notamment des nouveaux formats. Le Masters Next Gen, donc l'adaptation du Masters de fin d'année, mais pour les jeunes, ou encore l'UTS de Patrick Mouratoglou. Chacun de ces formats sont des alternatives du format classique du tennis. Chacun de ces formats représente une nouvelle façon de consommer le tennis. À commencer par le Masters Next Gen, un tournoi expérimental entre 8 espoirs de moins de 22 ans chaque fin d'année, et il a été créé spécifiquement pour expérimenter des nouvelles règles de jeu. Accrochez-vous parce que c'est costaud. Les joueurs arrivent sur le court et ça joue directement. Il n'y a pas d'échauffement avant le match. On a des sets de 4 jeux au meilleur des 5 sets. À 40A, c'est point décisif, il n'y a pas d'avantage. Les services LED comptent, les juges de ligne sont remplacés par le Wokai, et les joueurs ont le droit qu'à 15 secondes de récupération si l'échange a duré moins de 3 coups. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans tout ça? Qu'est-ce que ça évoque? Bah, c'est flagrant, l'ATP cherche à accélérer le jeu, il faut que ça aille très vite. Donc les instances ont déjà la lucidité de constater qu'il y a un problème, et mettent en place des tests pour voir comment on peut trouver la bonne formule. Évidemment, ces règles sont appliquées uniquement dans ce tournoi, nulle part ailleurs, mais ça peut être les prémices de ce qui attend le tennis dans le futur. On a aussi l'UTS, une exhibition créée par Patrick Mouratoglou qui réunit des gros joueurs et qui, pareil, va totalement à l'encontre du tennis qu'on connaît. Le match est divisé en 4 cartons avec la possibilité de prendre un temps mort par carton, donc on retrouve la formule NBA, et les joueurs possèdent des cartes avec des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser pour influencer le jeu. Par exemple, en retirant le deuxième service de l'adversaire. Et s'il y a égalité avec 2 cartons partout, on a une mort subite où le premier joueur à gagner 2 points consécutifs remporte le match. Donc là, on part dans un gros délire qui s'écarte complètement du tennis traditionnel. Alors à la différence du Masters Next Gen, là c'est pas l'ATP, c'est un acteur privé, c'est Patrick Mouratoglou et le père du joueur Alexei Popyrin. Donc dès que t'as de l'argent et que t'es structuré, tu peux organiser n'importe quel tournoi avec n'importe quel format. Et Mouratoglou, il a la volonté de moderniser le tennis. D'ailleurs, face à la statistique de la moyenne d'âge de 61 ans du fan de tennis, il a dit « À l'heure du numérique, le tennis est un dinosaure ». Donc il a eu l'envie de dépoussiérer tout ça, et là pour le coup d'attirer les jeunes, avec ce côté ludique, fun, avec les cartes, avec le côté chaud aussi, parce qu'à l'UTS, il faut savoir que les joueurs peuvent évacuer leur frustration un peu plus librement que sur le circuit. Donc on a des innovations récentes, avec ces créations de tournois qui sont des tests pour prendre la température. Les acteurs du tennis ont compris qu'il fallait du changement. Maintenant, au niveau des résultats, je sais pas trop comment ils interprètent tout ça, mais c'est pas non plus un carton. Il n'y a pas eu un engouement incroyable. Peut-être parce qu'il fallait payer pour regarder, encore et toujours. Donc on teste des choses, on innove, comme le fait d'autoriser maintenant le coaching en plein match, où maintenant l'entraîneur peut coacher depuis les tribunes le joueur ou la joueuse, ce qui permet de créer une interaction, on va dire, et d'intégrer quelque part le public dans les discussions entre entraîneurs et joueurs. Donc là, on essaye vraiment de secouer le tennis et ses traditions. On y va par tâtonnement, mais ça semble un peu léger de là à espérer changer la donne et rendre le tennis aussi populaire qu'il devrait l'être. Donc pour l'instant, on peut pas dire que les changements, les tests aient été suffisants. Et puis, on essaye d'apporter de la modernité au tennis, mais au détriment de la tradition, de l'essence même du tennis. On met des sets en 4 jeux, on enlève l'échauffement,
mais du coup on perd le fil du vrai tennis, le tennis qui a marqué l'histoire, avec des champions qui n'ont jamais joué dans ces conditions. Donc il y a un risque de mélange hasardeux entre modernité pour attirer et proposer des nouvelles choses susceptibles de ramener un nouveau public, et les traditions, les fondamentaux, les piliers qui font du tennis le sport qu'il est. Demain, si on met des sets en 4 jeux sur les grands chelems, on perd tout le monde, moi le premier, parce qu'il y a des choses auxquelles il faut pas toucher. Alors le dosage il est difficile, c'est clair, mais tout le défi est là. Il va falloir garder le public passionné qui est attaché aux traditions, tout en réunissant un nouveau public qui est friand d'une folie que le tennis actuel n'est pas capable de proposer. Alors pour régaler le nouveau public, on a deux nouveaux rois qui se sont emparés du tennis mondial assez rapidement, et à seulement 21 et 23 ans, les deux semblent déjà partis pour survoler le tennis pour un bon moment. On a nos cadors post-Big Three, ça y est, ils sont là, on les attendait. Ils sont là. D'un côté, Carlos Alcaraz, 21 ans, espagnol, déjà 4 grands chelems en poche, et plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Il est solaire, il est puissant, il a la grinta, la passion du jeu, et ça saute aux yeux quand on le voit jouer. Il frappe fort, il est costaud mentalement, et il est très bien entouré, avec notamment l'ancien numéro 1 mondial, Ferrero, avec qui il est fusionnel. Et outre cette présentation brève, je dirais que c'est en partie sur lui que repose la bonne santé du tennis. Alors pourquoi ? Parce que Alcaraz, il est bankable. Et nous, c'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Le tennis va mal et il nous faut du bankable. Un joueur qui laisse pas indifférent. Un joueur qui va nous sortir des coups exceptionnels et qui seront repris en masse sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Alcaraz. Alcaraz, quand tu le vois jouer, t'aimes le tennis. T'as envie d'être pote avec lui. Et ce profil-là, c'est un cadeau du ciel. Et je pense qu'il va permettre à pas mal de gens qui regardaient pas trop de tennis de monter dans le train du tennis. Comme moi, je suis monté dans le train avec Nadal. Alors je dis pas que Alcaraz égale Nadal, mais il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux. En plus, dans le palmarès, il est dans les temps de passage, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Alcaraz est bankable et on le voit. Quand il n'est pas présent sur un gros tournoi, on voit tout de suite la différence, à tous les niveaux. On le voit avec l'engouement sur les réseaux sociaux, on le voit dans les médias, où on n'a pas les matchs de gala qu'on a d'habitude avec lui. Bref, Carlos Alcaraz va être un grand champion, voire une légende, pour moi ça l'est déjà. Et pour le challenger, on a Yannick Sinner. Sinner, italien, 23 ans, 2 grands chelems en poche, avec une année 2024 tonitruante où il a fini numéro 1 mondial. Et Sinner, contrairement à Alcaraz, il est froid, il est neutre. Il dégage pas grand chose sur le court. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Parce que c'est pas avec un joueur qui montre rien qu'on va réussir à attirer la masse vers le tennis. Alors oui, il est extraordinaire, oui, il a un jeu incroyable, oui, il tape très fort, globalement, il a pas de faille, c'est un gros puncher, mais Sinner, on va pas se mentir, c'est pas la publicité idéale dans l'optique de rendre le tennis cool. Et je dis ça, mais j'adore Sinner, mais même moi, ça m'agace quand il gagne l'US Open et qu'il lève les bras au ciel comme si c'était presque normal. Maintenant, si on prend de la hauteur, peut-être que cette différence entre Alcaraz et Sinner en termes de caractère, peut-être qu'elle va pouvoir nous raconter une histoire. Une histoire qu'on a déjà connue avec Borg et McEnroe, la glace contre le feu, avec Agassi et Sampras, pareil. Donc le fait que Sinner soit aussi froid, c'est pas rédhibitoire en soi. Ça pourrait créer une sorte d'opposition de caractère, ce qu'on a déjà eu par le passé et ce qui a très bien fonctionné. Alors pourquoi les deux incarnent les sports du tennis ? Parce que leur jeu est captivant, parce que les matchs qui les opposent vont être les plus intenses, les plus dynamiques, les plus imprévisibles qu'on peut voir sur le circuit, avec des joueurs qui tapent très fort, qui se renvoient coup pour coup. Et cette folie, cette frénésie peut largement attirer un nouveau public, notamment une nouvelle génération de fans qui va pouvoir s'identifier très facilement à l'un d'entre eux. Donc la rivalité Alcaraz-Sinner, c'est une aubaine pour le tennis, mais selon moi, il faut à tout prix un troisième acteur dans l'histoire. Il faut trouver celui qui va jouer le méchant, comme quand Djokovic est arrivé. Djokovic, c'est vraiment lui qui a marqué le coup et qui a apporté le piment dans ces années 2010. Là, on a les deux gentils, ok, Federer, Nadal, maintenant c'est Alcaraz et Sinner, mais concrètement, il n'y en a aucun qui vient leur poser des problèmes. Donc c'est comme dans un film où on a les deux personnages principaux, mais à qui il n'arrive aucune péripétie. Donc on s'ennuie. Ça n'a aucun intérêt pour le public de regarder. Bah là, c'est un peu ça. Alors oui à Zverev, oui à Medvedev, mais ça gagne pas de grand chelem. Et tant qu'on n'a pas cette dramaturgie avec le suspense, ça va être très compliqué de ramener les foules. Donc est-ce que Alcaraz et Sinner peuvent vraiment porter tout le poids du tennis sur leurs épaules ? Ça va être difficile, parce qu'ils sont en train de construire leur histoire. Donc il nous faut des matchs chefs-d'œuvre, il nous faut de la matière, comme leur quart à l'US Open en 2022. Nadal et Federer, ils ont acquis cette légitimité parce qu'ils nous ont offert Miami 2005, Rome 2006, Wimbledon 2007 et 2008, puis l'Australie 2009, puis plein d'autres. Donc ils ont pu porter le poids du tennis mondial sans aucun problème. Alcaraz et Sinner, c'est en pleine construction.
Et leurs 3 matchs en 2024, on peut pas dire que ce soit des chefs-d'œuvre. Il y a eu un très bon match à Pékin, mais c'est pas suffisant. Donc pour le moment, Alcaraz et Sinner portent le tennis chacun à distance, en gagnant leur grand chelem de leur côté. La prochaine étape, c'est de créer des chefs-d'œuvre à deux, en demi-finale ou en finale de grand chelem. Et là, on va percuter les amateurs de tennis qui regardent le tennis quelques fois dans l'année. Et ils vont monter dans le train. Pour l'instant, le train n'est pas rempli. Il reste beaucoup de place. Les gens sont dans le train de TikTok ou dans le train du paddle. Donc cette rivalité naissante, elle n'est pas encore suffisante pour captiver les jeunes. Il va falloir itérer, essayer d'ouvrir le tennis à tous dans la diffusion déjà, aussi dans la pratique, créer de l'engouement, capitaliser sur chaque opportunité. Là, on a Arthur Fils qui monte par exemple. Suivons-le, mettons-le en lumière avec bienveillance. Racontons le tennis de la manière la plus attractive. Donc vous l'avez compris, le tennis est à un tournant. Et il y a un réel danger pour que ce sport s'éteigne petit à petit. Mais il y a aussi un gros potentiel si les nouvelles stars comme Alcaraz et Sinner réussissent à captiver les foules. Changer les formats, ça me semble pas judicieux. On risque d'en perdre plus que d'en gagner. Donc dites-moi en commentaire si selon vous le tennis peut renaître, comment faire, que mettre en place pour attirer un nouveau public. Ou alors si au contraire c'est déjà trop tard. L'Open d'Australie arrive à grands pas. J'espère qu'on va se régaler, j'espère qu'on va vibrer. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!